deux sous-entendus. Le premier sous-entendu, c'est la recherche. Et le deuxième sous-entendu, c'est l'innovation. Donc, on aurait pu rajouter recherche et innovation. Évidemment, la place de l'éducation dans une société, je ne vais pas m'étendre dessus, tout le monde en parle. Il est essentiel pour un pays qui veut son développement que d'abord toute sa population soit alphabétisée. Ce n'est pas notre cas dans ce pays. L'autre chose, il est essentiel que tous les enfants en âge d'aller à l'école passent par l'instruction publique. L'instruction publique, qui est l'école publique, a un rôle essentiel parce qu'il s'agit de construire une société qui corresponde à notre pays, à notre nation et de façonner les citoyens que nous voulons. Notre école, ça c'est peut-être une première critique que je fais, est plus une école où on délivre des connaissances liées à des programmes dans des matières données, plus qu'une place où on forme des citoyens, des hommes, des femmes capables d'agir pour la construction, la consolidation de notre pays et l'atteinte des objectifs de développement qui sont les nôtres. Et pour voir un peu nos insuffisances à ce niveau, il faut juste voir les pays asiatiques. La Corée du Sud, qui en 60 avait un PIB par tête d'habitant inférieur au PIB par tête d'habitant du Sénégal, mais les autres pays aussi, comme Ceylan, comme Singapour, mais même au-delà de la Corée du Sud, si nous allons en Amérique, Cuba et d'autres pays d'Amérique. La tâche première de l'école, c'est qu'elle puisse intégrer tous les enfants et que l'alphabétisation aussi concerne toute la population. Je le souligne depuis plusieurs émissions que nous avons ici ce que le gouvernement organise qui s'appelle les vacances citoyennes. Je pense qu'il est important que les citoyennes prennent en charge la question de l'éradication de l'analphabétisme dans le pays. Pour que nous ayons de bons agriculteurs, de bons éleveurs, de bons pêcheurs, que nous ayons de bons artisans, que nous ayons de bons techniciens et qu'au-delà de cela, que nos citoyennes et citoyens puissent accéder à l'information, puissent accéder à la connaissance et puissent accéder aussi à des compétences. Et dans ce sens, l'école qui va de la case des tout-petits, le préscolaire, la case des tout-petits, l'école primaire, a une place essentielle. Nous n'avons pas encore totalement apprivoisé l'école. Il y a eu beaucoup de réformes, des progrès très importants ont été faits, mais il reste encore que l'école reste toujours en dehors de la famille, de la société et des activités socio-économiques et culturelles qui se déroulent dans le pays. Notre école doit être immergée dans la société. Et pour ce faire, notre école ne peut pas faire l'impasse sur les langues nationales. À mon humble avis, il serait important que le préscolaire, que la case du tout-petit, que l'enseignement se fasse en langue nationale et que toutes les langues puissent être enseignées. Cela peut se faire choix des langues. Aujourd'hui, je crois que les expériences qui sont faites, les langues sont choisies par département, mais ça crée beaucoup de frustration. Je crois qu'il faut aller au moins au niveau des communes pour faire un choix plus en adéquation avec la composition linguistique des populations. Et que cet enseignement puisse aller jusqu'au CI et au CP.
et ensuite introduire le français. Conserver les langues jusqu'au CM2. Et les expériences qui ont été faites au Sénégal ont montré que des enfants qui suivent ce type de parcours, arrivés au CM2, ont le même niveau que les enfants qui font leur cours intégralement en français. L'intérêt des langues nationales est surtout, et là vous êtes des scientifiques, pour le développement de la science et de la technologie. Vous avez tous, nous tous, on a fait le CI, le CP. En général, on ne dépasse pas le nombre 20. Alors que l'enfant, déjà, dans le cadre familial, compte jusqu'à 100, parfois même 1000. Donc, il y a un ralentissement de l'acquisition des connaissances par le choix d'une langue étrangère. Et il y a aussi un autre effet, c'est l'isolement de l'élève dans ce qu'il apprend par rapport à sa famille. Lorsque surtout la famille est constituée de personnes illettrées ou ne parlant pas le français. Ceci, évidemment, crée tout de suite déjà des inégalités parce que les familles des parents parlent français, ces familles ont déjà un avantage par rapport aux autres. L'autre aspect qui me paraît, je dirais, éducation élémentaire, c'est de préciser de manière claire les objectifs et de mettre en adéquation la formation avec les objectifs. Je crois que de ce point de vue-là, il y a encore des progrès à faire. À mon avis, les objectifs doivent être de l'ordre de 3 à 4, tout simplement. Le premier, c'est la maîtrise de la langue ou des langues d'apprentissage. C'est-à-dire de la langue parlée dans la famille et de la langue d'enseignement du français. Le deuxième élément, c'est les mathématiques. C'est les mathématiques. La maîtrise des mathématiques à travers une formation qui ne désarme pas de sa vie quotidienne, de sa culture, je dirais, de ce qu'il voit, de ce qu'il rencontre, et que les mathématiques soient un élément à la fois ludique et à la fois d'approfondissement, mais un élément lié à la vie réelle. Parce que dès que les mathématiques commencent à être abstraites, il y a tout un ensemble d'enfants qui, évidemment, ne voient plus d'intérêt et sont décrochés, alors qu'ils auraient pu être accrochés. Et c'est ça, d'ailleurs, que un pays comme Singapour a observé et a mis en place une méthode qui est devenue maintenant mondiale, qui s'appelle la méthode de Singapour, où les mathématiques sont apprises par la pratique. On donne beaucoup d'initiatives à l'élève, mais cela suppose évidemment que le maître soit bien formé. Et je pense que de ce point de vue-là, nous avons un effort important dans la formation des maîtres dans le domaine des mathématiques. Mais de manière générale, le troisième aspect, c'est la formation de l'élève à l'innovation et à la créativité et à la découverte. C'est-à-dire que l'élève puisse faire des choses avec ses mains et son cerveau. Nous n'avons plus ces activités, je dirais, de construction, ces activités de poterie, ces activités même d'horticulture que faisaient les élèves, ces activités de montage et de démontage. Cela, je pense, est très important pour que l'enfant ait cette envie de créer. Et ensuite, le quatrième aspect, toujours dans ce volet-là, lié à la formation de l'enfant, c'est la formation du futur citoyen. C'est-à-dire former l'enfant à aimer son pays, former l'enfant à s'approprier un certain nombre de valeurs, nos valeurs fondamentales de civilisation,
mais les valeurs générales qui permettent d'aller vers un développement de solidarité, d'ouverture vers l'autre, de travail en équipe, de droiture, d'honnêteté et surtout d'engagement citoyen pour construire son pays, d'amour du pays. Et je pense que ce volet est un volet qui est dissocié complètement de l'école. Et l'école doit se réapproprier cela. Alors, évidemment, la question au niveau du secondaire, elle commence maintenant à être bien posée parce que le secondaire, ce n'est pas seulement la formation générale, c'est aussi la formation à des métiers. Et aujourd'hui, on commence à avoir un peu plus de lycées techniques et surtout des lycées professionnels. Des centres de formation professionnelle par département sont en train d'être mis en place. Et il est essentiel que l'élève, à l'arrivée au CM2, quelles que puissent être ses notes, puisse être orienté au niveau du collège. Mais collège de formation générale ou collège de formation professionnelle ou centre de formation professionnelle, sans qu'il puisse se dire qu'en allant faire la formation professionnelle, je suis quelqu'un qui est moins bon, qui est nul, excusez-moi, et que la formation professionnelle, c'est pour des nuls. Non, elle ne l'est plus parce qu'il est possible de suivre la formation professionnelle et d'aller jusqu'au doctorat. C'est un parcours maintenant possible. Avant, il n'était pas possible. Aujourd'hui, vous pouvez faire un CAP, après faire un BEP, après faire un BT, après faire un BTS ou un DUSEP, après faire une licence professionnelle, puis un master professionnel et enfin un doctorat. Ce parcours est possible. Des pays nous ont largement devancés, mais c'est de grands pays comme la Suisse, comme l'Allemagne et un peu avant la France. Mais aujourd'hui, ces parcours sont possibles. Ils ne sont pas encore aussi simples qu'ils devraient être, mais je pense qu'il faut que nous arrivions à démystifier et surtout à faire comprendre aux enfants que choisir la formation professionnelle n'est pas quelque chose de dévalorisant. Et malheureusement, dans beaucoup d'esprits, surtout des adultes, un enfant, il ne souhaite pas qu'il soit orienté dans la formation professionnelle. C'est vrai aussi parce qu'il n'y avait pas assez de centres de formation professionnelle. Je crois qu'il faut redonner, il faut donner de la valeur à la formation professionnelle et aussi permettre au niveau de l'enseignement moyen et secondaire que les ateliers, qu'ont les menuisiers, qu'ont les charpentiers, qu'ont les menuisiers métalliques, qu'ont les peintres, qu'ont les réparateurs d'automobiles, d'avoir un suivi qui puisse permettre à ces jeunes, par la valorisation des acquis de l'expérience, par des formations complémentaires, d'accéder à des certificats d'aptitude professionnelle qui peuvent leur permettre ensuite d'aller faire des brevets d'études professionnelles, des BT, etc. Il y a encore des efforts à faire, mais je pense que le déclic est maintenant lancé. L'autre chose au niveau de l'éducation, toujours au niveau évidemment du collège, du lycée, c'est de réorienter le système vers les sciences et les technologies. J'y reviendrai pour l'enseignement supérieur. Mais la base, c'est d'abord l'éducation nationale. Parce que si nous n'avons pas assez de bacheliers scientifiques, évidemment, l'enseignement supérieur a beau créer des filières scientifiques et techniques, il n'y aura pas assez d'élèves pour les remplir. Donc, il faut que nous, et pour cela, ce que j'ai dit au niveau du secondaire demeure, mais c'est la formation des professeurs. Que nous ayons des professeurs ayant les diplômes de ce qu'ils forment. Que les professeurs
puissent avoir une formation continue suffisante, qu'il y ait de la documentation et qu'aujourd'hui, le numérique devient un élément majeur pour développer les formations scientifiques et techniques. Nous manquons de laboratoires dans les lycées et collèges. Peu d'élèves font des travaux pratiques. On voit des élèves arriver jusqu'à avoir le bac, ils n'ont jamais manipulé quelque chose. Ceci devrait relever du passé. Il faut que les TP puissent se dérouler. Et aujourd'hui, grâce au numérique, nous avons la possibilité, grâce à la réalité virtuelle, grâce à la réalité augmentée, il est possible d'avoir des travaux pratiques virtuels là où il est difficile de mettre peut-être des salles de TP, vu le coût du matériel, vu même la disponibilité de salles et d'infrastructures. Je pense qu'il est important, qu'il est très important que le numérique puisse irriguer l'ensemble du système. Mais j'y reviendrai plus tard parce que pour moi, c'est une question clé. Donc, qu'il y ait les salles de TP, qu'il y ait des salles de TP virtuelles, que la documentation aussi soit disponible. Et là aussi, c'est le même problème. Nous avons dans nos lycées et collèges maintenant très peu de bibliothèques. Il y a très peu d'établissements qui ont des bibliothèques. Il y a très peu même de villes qui ont des bibliothèques de ville. Nos mairies, malheureusement, n'investissent pas pour créer des bibliothèques, où il y en a très peu de mairies qui investissent dans ce sens-là. Or, la bibliothèque, elle est essentielle parce que l'enfant, ce qui aide aussi à développer sa créativité, c'est la lecture. Et la lecture est essentielle. Mais au-delà des bibliothèques physiques, le numérique nous aide aussi à avoir des bibliothèques virtuelles qui sont capables, évidemment, de remplacer les bibliothèques physiques et qui coûtent moins cher, mais à condition de disposer et d'Internet et de disposer des outils pour y accéder. Alors, cela nous amène à une autre question, toujours de transformation de notre système éducatif. Nous sommes un pays, on a fait des efforts dans le passé pour l'accès à Internet. Nous avons encore ces dernières années fait beaucoup d'efforts puisque en peu de temps, l'ADIE a maintenant plus de 8000 km de fibres optiques. La Sonatel Orange a plus de 6000 km de fibres optiques. Il y a encore des zones où l'Internet n'est pas accessible. Il va être essentiel, à mon avis, que d'abord, que l'Internet soit accessible sur tout le territoire national. Cela, c'est essentiel pour l'éducation et la formation, mais c'est essentiel d'ailleurs pour tous les citoyens parce que l'Internet devient, comme l'eau, l'électricité, comme le téléphone, des éléments, en fait, de la vie quotidienne. Et je crois que ça devient même un droit, je dirais, pour tout citoyen, ce doit être un droit d'accéder à l'Internet. Avant-hier ou hier, j'ai entendu des populations de Podor revendiquer pour qu'elles aient Internet. J'étais très heureux de cela. Je pense que si on commence à avoir les populations qui ont conscience de cela, nous aurons bientôt Internet partout. C'est essentiel. L'autre élément qui va avec cela, c'est de disposer des outils pour y accéder, d'une tablette, d'un ordinateur portable ou d'un smartphone. Il faut absolument, pour moi, que la tablette et l'ordinateur portable, qu'il y ait une politique. L'enseignement supérieur, nous avions mis en place une politique, un étudiant, un ordinateur, mais il nous faut une politique nationale pour que les élèves du préscolaire au supérieur puissent accéder à la tablette et à l'ordinateur portable et que l'Internet pour l'éducation soit gratuit. Je dis bien l'Internet pour l'éducation soit gratuit. Ceci est essentiel si nous voulons avoir le déclic indispensable. Et parce qu'ils seront gratuits, difficiles dans les domaines scientifiques, pourront être partagés au niveau national. Un professeur qui est très brillant, qui enseigne les mathématiques, qui enseigne la physique, mais ce professeur
il pourrait bien faire un cours en ligne et les élèves de toutes les contrées du Sénégal pourraient y accéder et des tutorats peuvent être mis en ligne et les élèves pourraient tous y accéder. S'il vous plaît, donnez-moi 30 secondes parce que j'avais une coupure d'électricité. L'électricité vient de revenir. Ça me permet de couper la télé. Merci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc accéder à Internet. Et accéder à Internet aussi, c'est pouvoir bénéficier des nouvelles avancées liées à la réalité virtuelle, liées à la réalité augmentée, mais aussi l'intelligence artificielle qui puisse être accessible au niveau des lycées, la robotique au niveau des lycées, ça nous l'avons déjà pratiqué quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur avec le championnat national de robotique, l'impression 3D, tout cela peut remonter maintenant pour que les enfants puissent être motivés et je suis convaincu, les enseignants encadrés pourraient à ce moment-là aider à avoir des élèves beaucoup plus attentifs aux sciences et aux technologies et qui pourraient, on pourrait voir des disciplines mixtes. Et la réforme de l'éducation, du baccalauréat que nous avions commencé, on avait tenu un atelier à Saint-Louis, je crois que c'était en 2017, pour lancer la réforme, et pourrait se faire parce que nous avons beaucoup de jeunes qui même ne réussissent pas au bac, non pas qu'ils n'ont pas certains domaines de compétences, mais le bac normalise tout. Et il faudrait sans doute réouvrir le bac pour qu'il y ait plus de filières, plus de possibilités, pour que le jeune, là où il est bon, là où il est le plus à l'aise et le plus créatif, qu'il puisse avoir un parcours qui puisse le motiver et lui permettre de réussir. Alors, quand nous parlons toujours du collège et du lycée, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la formation d'abord du Sénégalais et du citoyen sénégalais. Notre culture, notre histoire, nos valeurs, nos religions, et ensuite l'amour du pays. L'amour du pays, c'est la formation de ce qu'on appelle aujourd'hui le leadership, le développement personnel. Mais ce n'est rien d'autre que la confiance en soi, le fait qu'on se dit, on a des capacités, on a des compétences et nous allons agir avec les bonnes attitudes pour que cela serve notre pays et nous sommes prêts à faire le plus d'efforts possible pour servir notre pays. Je crois que ça aussi fait partie de l'éducation et de la formation et il faudrait le réintroduire dans nos établissements. Alors, lorsque nous arrivons à l'enseignement supérieur est d'abord, tout pays qui veut se développer, il y a quand même des indicateurs. Et on ne peut pas faire fi de ces indicateurs. Lorsque j'arrivais au ministère de l'Enseignement supérieur, nous avions évalué l'indicateur de l'UNESCO. Combien d'étudiants avions-nous pour 100 000 habitants? L'UNESCO demandait qu'il faudrait y avoir au moins 2000 étudiants. Le Sénégal était à l'époque autour de 700 étudiants pour 700 étudiants pour 100 000 habitants. En 2019, nous sommes autour de 1200 étudiants pour 100 000 habitants. Nous avons fait des progrès, c'est-à-dire qu'on a gagné 500 étudiants, mais c'est encore insuffisant. Il faut que l'effort d'accès à l'enseignement supérieur soit poursuivi et maintenu dans une longue durée pour que nous dépassions 2000 étudiants pour 100 000 habitants. Et pour ce faire, il est indispensable d'augmenter la capacité d'accueil de l'enseignement public. Dakar, c'est pour cela que nous avions
Pour Dakar, pour nous, Dakar avait dépassé sa capacité d'accueil, puisque Dakar était autour de 100 000. Il fallait abaisser les effectifs de l'UCAD pour les porter à 60 000 autour de l'année 2022. Et quand je quittais en 2019, nous étions à 76 000 étudiants à l'UCAD. Mais depuis lors, j'ai vu que le chiffre est encore remonté et il risque de remonter encore cette année. Ça a des conséquences sur la qualité de la formation au niveau de l'UCAD, sur aussi le classement de l'UCAD au niveau mondial. Parce que notre objectif, si nous amenons l'UCAD à 60 000 étudiants, sur la période restante d'ici 2030, un effort peut être fait pour que l'UCAD intègre les 100 premières universités mondiales. Mais tant qu'on n'aura pas maîtrisé les effectifs de l'UCAD, l'UCAD va régresser, mais ne va jamais progresser dans le classement de Shanghai. Pour les autres universités, Saint-Louis est aussi une université qui peut intégrer le classement africain et le classement mondial. Mais à la différence de l'UCAD, les effectifs de Saint-Louis ne permettent pas d'intégrer le classement mondial. Et c'est pour cela que nous avions calé d'amener les effectifs de l'UGB, l'Université Gaston Berger, à 15 000 étudiants. Et à partir de là aussi travailler pour que cette université soit dans les premières universités africaines et intègre les 500 premières universités mondiales. Ensuite, nous avons les autres universités. Ziguinchor, les infrastructures en cours devraient la permettre d'atteindre 10 000 l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass et en projet, deux autres universités étaient en projet. L'université du Sénégal oriental de Tambacounda, qui devrait être une université technologique, formation de techniciens de mise en œuvre et d'ingénieurs de mise en œuvre, et l'université arabo-islamique, qui devrait permettre aux bacheliers arabes de poursuivre leurs études en licence dans les différentes disciplines, mais en s'appropriant le français et l'anglais, ce qui leur permettrait, quand ils auraient la licence, d'aller faire le master dans les autres universités, de même que le doctorat. Ces deux sont en projet et ça n'a pas pu se mettre en place. Mais nous avions vu tout de suite qu'il y avait un gros problème. Le gros problème, c'est que l'enseignement supérieur était généraliste et qu'il fallait donc professionnaliser l'enseignement supérieur. C'est dans ce sens-là que dans le cadre du plan Sénégal émergent, il y a un projet qui s'appelle Alignement des filières de formation de l'enseignement supérieur sur les besoins de l'économie. C'est un projet de l'enseignement supérieur. Et dans le cadre de ce projet, nous avons lancé une vaste campagne de professionnalisation de l'enseignement supérieur dans les universités. Et en 2019, il y avait plus de 250 nouveaux